immense. L'endroit est immense et sa beauté aussi. Le delta du Siné Saloum est une grande richesse naturelle du Sénégal. La mer et le fleuve, la terre et le sable, les plantes et les animaux, tous semblent avoir conclu un pacte pour célébrer l'harmonie et favoriser la protubérance de la vie. Durant des milliers d'années, la nature a façonné ces paysages. Depuis un nombre incalculable de générations, les hommes qui y habitent ont puisé les ressources nécessaires à leur subsistance. Dans ces chenaux, que l'on appelle ici des bolons, le nombre de pirogues et de pêcheurs ne cesse d'augmenter, suivant ainsi la croissance démographique. Comment serait-il autrement, puisque le poisson est essentiel à l'économie locale? La pêche industrielle au large, un maillage de plus en plus fin des filets artisanaux, ont fini par avoir raison de l'abondance. Si en réponse à la raréfaction, les hommes prennent des poissons de plus en plus petits, y compris des juvéniles, que restera-t-il pour nourrir leurs propres enfants? waaw man mii dama doon bëre maa ngi yore ñaari kër jigéen la ak kër fii waaw moo tax mënuma continuer parce que lamb lu toujours bu yore ñaari kër doo yaakaar benn béréb rek bu dee boro bi sa tuul ñu dem ci mbaal bi bu fekkee dégg nañu lamb feneen ñu dem. Et comme souvent, quand les pêcheurs ont un problème, l'équipe de l'Océanium, menée par Haïdar, ne tarde pas à partager leurs préoccupations. Économiquement parlant, c'est la ressource la plus importante. Parce qu'il y a l'agriculture, mais vous savez, nous vivons des périodes de sécheresse, de crise, quoi. Des périodes de crise au niveau de l'agriculture. Donc, ce qui fait que tout le monde presque s'adonne à la pêche. Nous avons senti la dégradation de la ressource, mais on ne savait pas quelle solution y apporter. Pour nous, il fallait le corriger au niveau des engins de pêche, des filets, des types de filets avec un maillage un peu normal. Mais lorsque Haïdar est venu avec l'idée de l'aire marine protégée, ça nous a fait encore beaucoup de plaisir. Interdire la pêche, imposer un repos biologique, c'est la seule façon de laisser se régénérer une nature surexploitée. Encore faut-il commencer quelque part. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. On a répertorié 10 espèces, dont le thiof, qui est un reproducteur lent, qui est une espèce menacée en voie de disparition parce que surpêchée, qui clairement, pendant son cycle de vie, vient se reproduire dans la mangrove. Ils viennent là, dans cet enchevêtrement de racines, et qui constitue en fait un environnement particulièrement prisé pour ces poissons parce qu'ils sont abrités des prédateurs de par la forme de ces racines et bénéficient d'une richesse trophique très importante. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le bolon du Bambouk a été choisi, en plus de la volonté locale des populations de créer une aire marine protégée. Parce que même si l'écosystème et l'environnement est favorable, s'il n'y a pas cette volonté locale de gérer leur environnement, on n'arrive à rien. Donc les gens ont voulu faire quelque chose, et l'écosystème était favorable. Ça va. Dans la périphérie du bolon du Bambouk, 14 villages se sont ralliés à l'idée de création d'une aire marine protégée. Mais il aura fallu du temps pour convaincre de l'urgence de la situation. Au début, il y avait des problèmes parce que certains ne comprenaient pas. Donc, on a tenu des séances de sensibilisation, au moins une vingtaine de séances de sensibilisation au niveau de tous les villages. On a tenu des réunions, des projections de films pour essayer de sensibiliser les gens. Ça depuis près de 2 ans. Hein, oui. Ne pas imposer, mais expliquer. C'est la méthode de l'Océanium. Les films d'Haïdar, qui valent souvent mieux qu'un long discours, ont été diffusés des centaines de fois.
des plages de pêcheurs au fin fond de la brousse. Créer une aire marine protégée, c'est avant tout en définir les contours, puis les baliser clairement afin d'avertir les pêcheurs que leurs filets ne sont plus les bienvenus. Et il ne faudrait pas que les efforts des populations locales pour préserver leur patrimoine naturel bénéficient aux pirogues venues de villages lointains, parfois étrangers. La surface de ce premier parc marin a volontairement été limitée à 7000 hectares. Plus grande, la zone aurait été difficilement surveillable. Les pêcheurs se sont reconvertis. Uniformes et carnets pour noter les infractions leur ont été remis. Désormais, membres du comité de surveillance, certains sont à terre, d'autres sur l'eau. Ils sont bénévoles, ils se déplacent pour venir ici et ils se débrouillent pour avoir à manger. On ne les nourrit même pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut vite arrêter, c'est pas durable quoi. Quand on reçoit un ministre, on fait des shish kebab. Et voilà, les gardes, ils n'ont pas de quoi manger. Accepter de renoncer à leur métier, c'était donner la preuve de leur engagement sans faille. Mais le bénévolat ne pouvait être que provisoire. Longtemps, les actions de l'Océanium ont été financées sur les biens propres d'Haïdar. Mais ces moyens ne suffisent plus pour un projet de cette envergure. Il faut que les bailleurs s'impliquent. Peut-être on ne sait pas parler à ces gens, souvent c'est des dossiers très lourds à mettre en place et parfois c'est même des découragements parce que bon, nous on est convaincus de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de... On ne sait même pas pourquoi il faut convaincre les autres, on ne comprend même pas, parfois il faut des avis scientifiques alors que tout fout le camp. Mais là on a eu le soutien d'un bailleur de fonds qui est le Fonds français pour l'environnement mondial, que le projet a intéressé et qui a aidé à la mise en place de parcs marins. Regarde ce qu'ils nous font là. Attends. Comme ils savent qu'on va vers Missira, Sipo, tout ça, bon, ils vont profiter de notre bateau pour qu'on les dépose. Bonjour bébé. Bon, cette fois-ci on est parti. Hein. Sillonnant sans cesse le pays en voiture et en pirogue, l'équipe de l'Océanium est toujours en contact direct avec les populations locales. Le meilleur moyen d'être à l'écoute de leurs problèmes est de trouver ensemble des solutions. À Sukuta, c'est avec des chants et des danses que l'on reçoit ses hôtes pour les remercier de l'aide prodiguée. La protection de la zone assurée, il reste à trouver une solution pour apporter un revenu suffisant et durable aux populations. Ici, on est sur une sorte de plaine dégagée dans la mangrove. On va installer un campement qui sera en même temps la base du comité de vigilance, parce que pour le moment, ils sont dans la nature, ils sont installés un peu partout. Il y en a à l'entrée, il y en a ici sur le Sipo. On va installer donc leur logement, on va installer des cases pour recevoir des touristes, pour dégager des revenus, pour qu'eux-mêmes aient de quoi subvenir à leurs besoins, pour surveiller cette aire marine protégée. Avant de construire des cases et d'y faire vivre des gens, il faut s'assurer que leurs besoins en eau seront satisfaits. Le sourcier, il a bien dit qu'il y a 2 veines d'eau. Une qui vient de là, une qui vient de là. Et que les deux se rencontrent à notre point, à 9 mètres de profondeur. C'est là que l'eau est intarissable.
Parce que tu vois, on veut planter beaucoup d'arbres fruitiers. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont habiter là dans les campements. Il faut qu'ils trouvent l'eau en abondance. Le puits devra fournir suffisamment, en quantité et en qualité. Ce soir, c'est encore la fête à Sukuta. L'heure est aux réjouissances, mais tout le monde sait qu'il faudra faire encore preuve de patience et de détermination pour mener à bien ce projet. Rien de grand ne se fait en restant assis, et tous devront lutter pour un lendemain meilleur. Pour la construction du campement, la matière première et la main-d'œuvre locale ont été largement privilégiées. Les options retenues ont toujours été celles qui respectaient le mieux l'environnement. Les surveillants de l'aire marine protégée du Bangbung ont reçu une formation et ont fabriqué 10 000 briques en terre crue. Ainsi, on a minimisé le recours au ciment, favorisé l'emploi de matériaux naturels et de techniques locales. Un mirador de 12 mètres de haut a également été construit, juste à l'entrée du Bolon, à la limite de l'aire marine protégée. Surplombant un relief peu accidenté, il permet de couvrir visuellement une immense surface. Une pirogue ne peut approcher sans se faire repérer. Celle-ci, interceptée par les surveillants, a été priée de faire demi-tour. Les 16 surveillants, désormais rétribués pour leur travail, s'y relaient pour des périodes de 2 jours. Grâce au nombre suffisant de volontaires, la charge de chacun reste raisonnable, environ 4 jours par mois, ce qui leur laisse le temps pour d'autres activités. Ils ont aménagé le mirador pour y trouver le confort nécessaire. El Hadj a même mis ses talents d'artiste au service de la décoration. Ils dorment à tour de rôle et gardent le Bolon comme un trésor, 24 heures sur 24. Un trésor de nature qui se régénère et assurera le bien-être des générations futures. Ici, vraiment, c'est notre zone, ça nous intéresse parce que les ressources naturelles, si ça perd, on ne gagne rien ici dans les zones. C'est pour nous. Ce qu'Aïda a à faire, c'est pour nous. Pour cela, on la comprend, on reste bénévolement pour travailler cette boulon-là. Ouais, pour cela, on risque toujours pour qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui pèse dans le blanc. Pour cela aussi, on achète beaucoup de thé pour rester la journée, à la nuit, boire du thé, comme ça. Et là, on peut rester s'endormir. Grâce à un décret présidentiel, au soutien des fonctionnaires des parcs nationaux, des